Donc je vous disais que du chemin restait à parcourir pour que cette économie puisse s'affirmer comme un des piliers de l'économie. Sa reconnaissance et sa consolidation sont essentielles, en effet, de par sa dimension humaine, les liens sociaux qu'elle tisse, sa participation à la vie quotidienne des populations et surtout à l'épanouissement des territoires sur lesquels elle s'exerce. L'économie de proximité répond au souci de contribuer autrement au développement, bien sûr à côté de la dimension purement économique, le bien-être des individus et l'impératif aussi d'adopter un mode de développement durable. Nous avions reçu ici, à la Chambre de commerce, voilà un peu plus de 2 ans, Marc Halévy. Marc Halévy est un philosophe et physicien, spécialiste des systèmes complexes. Et donc, nous l'avons invité à partager sa vision des grandes mutations économiques, sociétales, environnementales, dont nous sommes tous de plus en plus témoins. Et au cours de la conférence, il a décortiqué les mécanismes du changement d'air que nous vivons et avait alors exhorté les jeunes à entreprendre et à s'inscrire dans un nouveau cycle qui s'annonce. Depuis sa conférence, je ne cesse de partager sa vision et d'appeler des prises de conscience du changement de paradigme que nous vivons. En effet, qu'est-ce qui nous arrive ? Tous les 500 ans environ, nous sommes pile poil, 4 fois 5 égale 2000. L'humanité vit un changement de paradigme, une bifurcation contre laquelle rien ne sert de lutter. Nous étions dans le cycle de la modernité depuis la Renaissance et nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle ère à construire. Surtout, n'oubliez pas de rallumer votre téléphone à la fin de mon discours. Nous sommes à un point de bifurcation, comme le nomme Marc Halévy, matérialisé par des ruptures qui engendrent des conflits et des grandes turbulences. Et les systèmes et institutions de pouvoir nés du précédent cycle, que ce soit politique, que ce soit médias, que ce soit classe sociale, entreprise, luttent souvent contre l'avènement de cette ère nouvelle. Et cherchent à la nier ou travaillent à contre-courant, ce qui est totalement absurde. Heureusement, d'autres ouvrent les yeux et cherchent une voie nouvelle pour construire un autre monde. Nous vivons la fin de la modernité et faisons face à l'émergence d'un nouveau paradigme qui met en place d'autres manières de vivre, d'autres valeurs, d'autres organisations, d'autres fondamentaux. Il s'agit d'une mutation paradigmatique profonde, ce qui signifie que tous les repères, toutes les références, tous les modèles, tous les principes sont remis en cause et revisités systématiquement en vue de faire émerger une nouvelle logique évolutive dont le but n'est pas le changement pour le changement, mais bien de donner des réponses nouvelles aux défis nouveaux que la logique antérieure est incapable d'assumer. Et vous l'avez compris, bien sûr, une bifurcation implique des ruptures. Je veux parler d'abord de la rupture écologique. La demande en biens de consommation suit l'évolution de la démographie alors que l'offre dépend des ressources de notre planète. L'explosion de la démographie depuis le XIXe siècle est la conséquence de la révolution industrielle. Cette idée de croissance est aujourd'hui une religion, la seule manière envisageable de prévoir le futur. Bien qu'il soit impossible de prévoir précisément la fin des ressources non renouvelables, on sait qu'elle arrivera un jour. Qu'en est-il des ressources renouvelables ?
elle couvre actuellement 17% des besoins de l'humanité. Nous ne sommes déjà plus aujourd'hui dans une logique d'abondance, mais de pénurie. Nous devons apprendre à faire mieux avec moins, c'est la notion de frugalité. Aujourd'hui, nous avons consommé 80% des ressources naturelles non renouvelables que la Terre avait mis des centaines de millions d'années à accumuler dans ses flancs. Depuis le début des années 2000, nous avons franchi le point de non-retour et nous sommes entrés dans une logique définitive de pénurie sur toutes les ressources naturelles, que ce soit l'eau douce, l'énergie, la terre arable, les métaux de terres rares, les métaux non ferreux, etc. Cette logique pénurique nous impose, sans discussion possible, si l'humanité veut survivre au-delà de 2 ou 3 décennies qui viennent à une croissance qui doit décroître. On parle de croissance, c'est le leitmotiv. Qu'est-ce que vous envisagez comme croissance? Non. Nous devons envisager une décroissance économique et une remise en question du modèle économique tel que nous le vivons aujourd'hui. Après la rupture écologique et que nous vivons aujourd'hui, c'est la rupture du numérique. La révolution numérique en permettant la connexion de tous avec tous, tout le temps, et en centuplant l'intensité et la fréquence de tous les flux, a définitivement transformé nos manières de vivre. Ce saut technologique a induit un énorme saut de complexité. Toutes les organisations humaines doivent répondre à ce saut, à cette accélération drastique de tous les temps de vie. Chaque innovation majeure a sa part d'ombre. Le numérique et les nouvelles technologies n'y échappent pas. Aucune technologie ne doit téléguider l'homme. Il est impératif que la technologie en reste l'esclave et non l'inverse. Je vous propose de relire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Rupture sociologique. On constate que les entreprises et organisations veulent aller vers des modèles plus souples, plus agiles, collaboratifs et libérés. Belle idée. Mais notre modèle organisationnel actuel est-il adapté? Toutes nos organisations, héritées du cycle de modernité, restent pyramidales et hiérarchiques. Prenez le cas de l'Union européenne. Cette Europe des nations est une pyramide de pyramides et a du mal à fonctionner. Envisageons un fonctionnement en réseau où les régions primeraient sur les États, où le principe de subsidiarité, qui implique la solidarité, permettrait justement de résoudre les problèmes au plus près du terrain, en local. Et lorsque je parle de solidarité, elle pourrait aussi s'envisager avec d'autres acteurs. Selon l'ONG Oxfam, 26 personnes les plus riches au monde détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. Et donc j'y viens, celle qui nous intéresse de plus près, mais toutes sont liées, la rupture économique. L'erreur, c'est de s'obstiner à maintenir le modèle économique actuel, celui qui nous a vu passer dans le paradigme qui s'achève, de l'artisanat, de l'agriculture à l'industrie. Cette industrie calquée sur le modèle américain, fait du gigantisme, de standardisation, de volume et de bas prix, à la recherche des économies d'échelle qui a fini par déboucher sur un recul de la qualité. Cette industrie gourmande en capitaux et sous l'emprise hégémonique de la finance a fini par engendrer un délire spéculatif. Passons aujourd'hui d'une logique de prix à une logique de valeur d'usage. Celle-là même qui voit les consommateurs aujourd'hui louer une voiture plutôt qu'en acheter une, par exemple.
Cette bascule est en cours. Et pour les entreprises, c'est une formidable opportunité de mettre de l'intelligence dans leurs produits et leurs services en y intégrant des ressources immatérielles pour augmenter la valeur d'usage. Et cela tombe bien, il n'y a pas d'effet d'échelle, justement, sur les ressources immatérielles. Demandez aujourd'hui à un jeune s'il veut réussir dans la vie. Il va vous répondre, réussir dans la vie, moi ce que je veux c'est réussir ma vie. Je suis bien dans ma vie, y compris professionnelle, quand je suis fier de ce que je fais, peu importe le regard des autres, la dimension sociale ou les signes extérieurs de réussite. Oui, on assiste aussi, là, à un changement éthique. Et pour parler de changement de paradigme, il faut savoir que toute société se base sur des croyances. Un changement de paradigme est une révolution sociale, c'est un peu comme un grand virage. Quand on y est au cœur, on ne comprend pas toujours son ampleur. Mais lorsqu'on en sort, on se rend compte de l'importance du trajet parcouru. Lorsqu'on est au cœur du virage, on se sent ballotté, mal à l'aise, secoué. Comment savoir si nous sommes au cœur d'un grand changement ? Chaque grande civilisation avait ses propres croyances. La remise en question d'une croyance par une découverte scientifique provoque en général la refonte du système social. C'est la naissance d'une nouvelle civilisation. Avant Galilée et Copernic, les paradigmes, vous les connaissez, ils étaient que la Terre était plate. L'homme, le centre du monde. Les astres tournent autour de nous. Les dogmes de notre système économique actuel sont la croissance est le seul moteur de l'économie. La croissance est infinie dans un monde fini, alors qu'une civilisation s'éteint si elle consomme sans limite des ressources limitées. Avec le nécessaire sacrifice du vivant au service de la croissance, nous nous octroyons le droit à polluer et à empoisonner notre planète au service de cette croissance. Cette croissance responsable au quotidien des impacts du changement climatique se manifeste par des conditions que vous connaissez toutes et tous, météorologiques extrêmes et anormales. Et en 2019, de nouveau, des aléas météorologiques et climatiques ont fait de lourds dégâts. Les vagues de chaleur, les inondations qui frappaient jadis une fois par siècle se produisent de plus en plus régulièrement. Les feux de forêt ont balayé l'Arctique. Oui, l'Arctique. L'Australie, l'Amazonie, l'Indonésie. Les déchets plastiques jetés dans les cours d'eau sont l'une des plus grandes sources de pollution des océans à travers le monde. Les fleuves déversent en moyenne 2 millions de tonnes de plastique chaque année dans les océans. 2/3 de cette pollution globale provient des 20 fleuves les plus polluants et 90% de ces détritus plastiques sont émis par des cours d'eau asiatiques. Le Gange, par exemple, est un dépotoir à fleuve ouvert. Je vous invite à aller voir sur Internet. Des camions bennes qui déversent tous les jours l'ensemble des poubelles dans le fleuve. Tous ces pays connaissent un développement économique rapide, mais une faible gestion des déchets. En science, nous assistons également à un changement de paradigme. Suite aux découvertes sur la mémoire de l'eau, plusieurs dogmes scientifiques sont remis en question. De même, la physique quantique. La physique quantique. On va en entendre parler. La physique de l'infiniment petit, qui démontre l'influence de la pensée sur la matière. La matière est constituée de vide, et le vide est constitué d'informations, de fréquences vibratoires. Évidemment, comme à l'époque de Galilée, la classe scientifique n'accueille pas de mon œil ces découvertes et forcément dénonce les supercheries.
Les chercheurs ont du mal à trouver des financements et personne ne souhaite publier les résultats de leurs recherches. Un tas de recherches sont mises sous le tapis, car elles ne rentrent pas dans le cadre dogmatique institué par la science. Alors peut-on imaginer être au cœur de ce changement de paradigme ? Imaginez si les médecins nous prescrivaient une bande son au format MP3 à écouter 3 fois par jour pour soigner notre cancer. Imaginez si les humains pouvaient communiquer par la pensée à des milliers de kilomètres de distance. Imaginez si les citoyens pouvaient être épanouis, heureux, satisfaits, sans avoir besoin de consommer en permanence. Imaginez que l'on puisse reprogrammer l'ADN de l'être vivant et débloquer des parties qui seraient bloquées. Alors vous allez me dire, mais quelles seraient les conséquences sur notre monde actuel ? Quelles seraient les répercussions sociales, politiques, économiques de telles découvertes ? Le modèle en place aurait-il intérêt à laisser ce type de découverte éclore au grand jour ? Il faut faire le deuil, accepter qu'il est à l'heure aujourd'hui du changement, donc de démarrer ce changement de paradigme. Nous vivons un trait d'union entre deux mondes. On vit une période historique extraordinaire. Et tout ce que l'on a à faire, c'est individuellement croire en certaines théories renversantes pour constituer cette masse critique. On ne change pas les choses en commentant la réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète. C'est de Buckminster Fuller, qui est un Américain qui a développé un monde du design très en avance. Chaque humain construit sa propre représentation du monde en décrivant sa nature et son fonctionnement, ce qui lui permet de lui donner une certaine cohérence et de savoir comment se comporter. Et cette représentation se construit à partir de sa culture, de ses expériences, de son entourage. Elle guide son imagination et ses décisions comme une boussole va guider un voyageur. Or, il y a confusion entre représentation et réalité, ce qui génère des désaccords entre humains, chacun croyant détenir la vérité. Et ceci est aggravé par le fait que la représentation influence la perception. Nous percevons surtout ce que nous croyons. Par exemple, la Terre est plate, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une évidence. Tous mes sens me disent que la Terre est plate, et ceux qui disent qu'elle est ronde sont des insensés. Comment peut-on nier une telle évidence ? Mais en fait, mes sens me disent que la Terre est plate parce que je pense qu'elle est. Je ne remarque pas les détails qui indiquent le contraire. Avec le temps, quelques observateurs, plus curieux que d'autres, remarquent ces détails. Ainsi, ce bateau qui s'éloigne et ne devient pas un simple point qui diminue et disparaît. Si l'on observe bien, il semble s'enfoncer dans l'eau. Il passe derrière la ligne d'horizon, et donc les observateurs s'interrogent, multiplient les expériences. Et après de nombreux étonnements, aboutissent à la conclusion que la Terre est ronde. Munis de leurs nombreux arguments, ils courent annoncer la découverte au monde, mais au lieu de lauriers, ils reçoivent des pierres rondes. Et quelques dizaines d'années plus tard, tout le monde s'est fait à l'idée que la Terre est ronde et que chacun voit bien que les bateaux disparaissent derrière l'horizon. Et franchement, il faudrait être insensé pour ne pas le voir. Voilà, nous percevons surtout ce que nous croyons. Ce qui signifie que nous ne vivons pas tous ensemble dans le même monde. Mais que chacun vit séparément dans sa propre représentation du monde. Il y a donc pas seulement des accords entre les humains, mais parfois incompréhension. Je veux citer, par exemple, je ne veux pas mettre de querelle, de conflit, l'avenir de nos retraites. Et en science comme ailleurs, chaque changement de paradigme n'est pas accueilli comme une nouvelle avancée vers une
représentation plus efficace du monde, mais comme un conflit entre deux écoles de pensée, deux croyances. Chaque proposition de changement, de paradigme est ainsi accueillie à coups de pierre. Il est très difficile de convertir quelqu'un à une autre croyance, car au-delà des réticences à reconnaître ses erreurs et de la limitation de l'imagination, eh bien, il peut y avoir antagonisme entre la perception guidée par l'ancienne croyance et les arguments qui seront présentés par la nouvelle. En résumé, le danger ne vient pas d'une cause extérieure à l'activité humaine. Étant donné que nous avons créé le problème, nous pouvons aussi le résoudre. Nous avons aussi des vérités admises et non négociables de notre monde. Alors, vous allez dire, mais Garetta, pourquoi il nous a parlé de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que notre économie en dépend. Notre économie en dépend. Alors, vous le savez, les élus de notre Chambre de commerce et d'industrie, je pense l'ont compris, agissent avec leurs techniciens et avec à leur tête notre DG, Franck Lavieille, dont je salue le fort investissement, Franck, et la capacité à revisiter notre modèle d'accompagnement des entreprises pour que tous les dirigeants des entreprises du Pays Basque puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Toutes les interventions directes et indirectes de notre Chambre de commerce consistent à trouver des solutions pour accompagner la création de nouvelles entreprises, pour aider les entreprises existantes à se développer, innover, exporter, créer des emplois, former leurs collaborateurs et les jeunes talents de notre territoire en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Les grandes réformes engagées par le gouvernement nous bousculent et rebattent les cartes. À nous de relever les défis posés aux entrepreneurs et aux territoires et d'imaginer de nouvelles voies pour faire réussir nos entreprises. Nous entrons, quoi qu'il en soit, et vous l'avez compris, je pense, dans un nouveau paradigme. À nous d'en relever les défis. Et je citerai Gaston Berger, pour en finir. Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je vous propose de nous retrouver autour d'un moment. Allons boire le verre de l'amitié et revisitons notre avenir.